D'être venu donc, dans le froid jusqu'ici et merci surtout donc, à l'association de cette invitation. Alors je l'ai accepté avec un bonheur particulier puisque ce livre a eu un petit succès d'estime, ça peut être un immense succès éditorial, mais c'est un certain succès d'estime, et j'ai constaté qu'il plaisait essentiellement à droite, voire même dans la droite dure en réalité. Par exemple, Alexis Brézé, le patron du Figaro, m'a invité à déjeuner pour justement en parler en tête à tête, tellement il trouvait ça formidable. Le patron de ITV, nommé par Bolloré, fait la même chose dans 2 semaines, et ainsi de suite. Éric Zemmour a fait une chronique dans le Figaro pour en critiquer la forme et pour en approuver le fond. Enfin bref, j'avais parfois le sentiment d'une forme de malentendu qui s'installait, donc j'ai essayé de le lever en votre compagnie. Alors, effectivement, un tout petit mot pour me présenter, non pas, pour dire à peu près d'où je parle, d'où j'écris, si j'ose dire, quand j'écris ce livre. Moi, effectivement, j'ai ma propre vie de citoyen, ma propre jeunesse. J'ai fréquenté, quand j'étais jeune, je crois, dans les années 70, ça devait être la librairie, je ne sais pas si c'était le Temps de Vivre ou le Temps des Cerises à Nice, qui était également un peu le hub de la contestation de l'époque. Et donc on avait, tout ça existe, mais c'est vrai que dans mon activité de sondeur, quand je peux intervenir dans les médias et quand je travaille essentiellement donc, pour toutes sortes de clients de droite ou de gauche, c'est un exercice bien sûr d'objectivation des choses et de neutralité affichée en tout cas des choses, avec cette conséquence fréquente que quand il m'arrive de critiquer enfin pas de critiquer, mais parce que c'est pas mon rôle de critiquer précisément, mais d'établir des données d'opinion, etc., un peu sévères à l'égard du gouvernement du Parti Socialiste, évidemment les gens considèrent que ça vient de la droite du Parti Socialiste, sans se rendre compte que ça pourrait venir également d'ailleurs, le cas échéant. Donc c'est ce genre de petits jeux de rôle qui se passe, et en écrivant ce livre, si vous le lisez, vous verrez que j'essaye de parler de toutes les forces politiques, y compris le Front National d'ailleurs, exactement sur le même ton et avec la même méthode, sans stigmatiser personne, y compris d'ailleurs, et pas davantage, le Parti Socialiste. Alors, avant de poser la thèse, et surtout de vous laisser la parole, parce que je sais qu'il n'y a rien de plus pénible, surtout sur ces bancs, etc., que de ne pas pouvoir justement échanger, donc j'aimerais qu'une bonne partie se passe en termes d'échange avec vous. Pourquoi avoir écrit ce livre finalement ? Il y a toutes sortes de mauvaises raisons pour écrire un livre. Moi j'avais écrit un livre précédemment pour l'élection de 2006 qui était un très mauvais livre d'ailleurs, et qui était purement destiné à exister dans l'univers des sondages, etc. Là c'est pas du tout la même... c'est pas du tout la même chose. Alors il y a aussi des bonnes raisons pour ne pas faire de livre, ça prend un temps fou. C'est pas ce genre de livre, c'est pas des journaux d'analyse, il n'y a pas d'argent à en attendre. Et en plus, il y a un autre risque pour ce type de livre d'analyse, c'est qu'il peut très bien être démodé entre le moment où il est fini et le moment où il est imprimé. Alors pourquoi est-ce que je me suis lancé dans cette aventure plutôt que de me consacrer exclusivement à faire prospérer ma petite boutique? C'était parce que j'avais le sentiment que quelque chose réellement est en train de se passer et que j'avais envie il me semblait que je n'étais pas trop mal positionné pour voir à peu près pas mal d'éléments de ce qui se passait, et au fil des études que je voyais, que je réalisais, des gens que je rencontrais, de ce que je voyais tout simplement comme citoyen, eh bien, il me semblait être en train d'assister à un événement, à une période historique, et un événement en cours, qui n'était pas forcément heureux, mais qui était véritablement intéressant. Et donc, mon idée était de saisir la vérité de ce moment historique en France, de comprendre un peu les mécanismes, d'essayer de comprendre les mécanismes à l'œuvre pour ce changement politique, et d'en établir les axes de développement probables pour l'avenir. Alors, pour l'instant, 6 mois après la sortie, pour l'instant ça va au niveau des axes de développement, il n'y a pas trop de démentis, je ne sais pas si on doit s'en réjouir, mais en tout cas, de ce point de vue-là, tout va bien. Alors comment a été établi ce livre? Tout simplement par une série par le fruit de 25 ans de travail sur l'opinion, par beaucoup de rencontres aussi. L'avantage d'être sondeur, c'est que les gens vous parlent, les politiques notamment, vous parlent un peu comme un médecin, de manière confidentielle, exposent leurs problèmes dans leur ville, etc., ou au niveau national. Et au fond, et on a beaucoup de choses dont on ne peut pas parler par définition, mais sur les analyses politiques, etc., on voit quand même pas mal le comportement des acteurs politiques, des acteurs syndicaux, et bien sûr le fonctionnement des médias. Donc là aussi, c'est
une source d'information qui était importante. Alors, ce que le bouquin n'est pas non plus, c'est important quand on en discute, c'est qu'il n'y a pas de révélation. C'est pas comme c'est le Nouvel Obs, je crois, qui fait aujourd'hui la stratégie secrète de Macron, où il n'y a pas de stratégie secrète qui serait révélée, parce que ces choses-là, en réalité, n'existent pour ainsi dire pas. Et par ailleurs, c'est pas non plus un livre de dénonciation. J'ai mon opinion sur le cours des choses, mais je ne suis pas là du tout pour stigmatiser, par exemple, on va pouvoir en parler, la gauche du gouvernement, c'est pas du tout mon idée, et c'est pas du tout non plus un livre de dénonciation, même au sens positif du terme. Je trouve que je connais un tout petit peu Jacques Cotta qui est intervenu chez vous, j'ai écouté sa conférence sur votre site. Moi j'aime beaucoup Jacques Cotta, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est vrai que son livre était beaucoup plus, pour l'imposteur je crois, était beaucoup plus dans une tonalité de dénonciation. Alors, sur beaucoup de choses, nous sommes par ailleurs assez d'accord, mais là l'optique n'est pas du tout celle-ci, c'est plutôt essayer d'établir, de cartographier un peu ce qui se passe et d'en faire de condenser un peu, si vous voulez, l'air du temps, de voir tous les éléments qui font un peu faisceau actuellement pour constituer ce moment historique, et puis pour engendrer un questionnaire à la fois intellectuel, un questionnement, pardon, à la fois intellectuel et militant. Alors pourquoi ce questionnement? Parce que la thèse du livre, je vais vous l'exposer quasiment en une phrase, et puis après j'essaierai de développer un peu. La thèse du livre, évidemment, c'est que nous vivons un moment qui a été très longtemps annoncé, mais qui cette fois-ci, on dit, se produit, d'épuisement du clivage gauche-droite, de remise en question de la pertinence de cette opposition, et comme je suis Baudor, qu'il y a plus de gens de gauche que de droite dans la salle, pour la gauche en particulier, un moment où on est moins dans la refondation, ou dans l'énième refondation de la gauche, ou dans un retour à la pureté de la gauche, à la vraie gauche, mais peut-être aussi, on peut se poser la question si on ne serait pas à un moment où il faudrait changer de manière quasiment perpendiculaire par rapport à ce texte gauche-droite, s'il ne faudrait pas effectivement utiliser d'autres mots et surtout d'autres concepts. Et donc c'est pour moi effectivement, on va le voir, j'ai essayé de le montrer dans le livre, notamment avec les entretiens que j'ai pu réaliser, cette thèse donc de l'épuisement du clivage gauche-droite en dehors de la volonté même des acteurs. On voit bien qu'au contraire, beaucoup d'acteurs, pas tous, mais beaucoup d'acteurs veulent à tout prix maintenir ce clivage politique. D'autres sont déjà passés à autre chose, notamment à Matignon, mais vous avez quand même, comment dirais-je, ça pose quand même un problème énorme, ça pose toutes sortes de problèmes, et notamment ça pose un problème déjà d'expression, d'identité, puisque ces choses-là existent intimement. Donc il y a un point de vue, il y a un problème, on va le voir, intellectuel, cognitif, et puis un problème, encore une fois, politique, et puis éventuellement militant. J'en ai eu la preuve également pour dire une toute dernière chose sur la réception de ce livre. Il se trouve que je connais bien Renaud Dely qui a refusé d'en parler dans le Nouvel Obs. Je connais pas d'ailleurs, je connais pas du tout Caroline Forest, mais je sais qu'à France Culture, elle a refusé d'en parler. Moi, je suis un autre journaliste qui m'a permis de passer à France Culture 2 fois pour en parler un peu. Mais en tout cas, il y avait une volonté d'évitement de ce genre de la sensibilité que représente ce type de personnage qui a été tout à fait manifeste. Et inversement, Valeurs Actuelles a consacré une page entière au bouquin, le Figaro Vox en a parlé sans cesse, et ainsi de suite. On voit bien que par rapport à ce genre de thèse, ce que ça pose comme problème, et par ailleurs, ayant des amis également un peu partout, mais également au NPA, et au parti de gauche, je ne sais plus exactement quel est le terme, l'intitulé exact de la dernière formation, et toujours est-il qu'eux aussi étaient tout à fait mécontents des conclusions du bouquin, même s'ils en ont partagé un certain nombre de développements. Alors, parler très rapidement, je crois qu'il faut quand même... j'ai essayé de faire... Il y a une partie où quand même j'essaye de montrer, enfin de revenir, faire un tout petit peu de science politique. Hein, une science politique non pas dans une optique académique, mais d'essayer de définir, avant d'en débattre, savoir si c'est bien ou pas, de définir ce que c'est qu'un changement politique. Alors, pour parler d'un changement politique, évidemment, on est obligé de parler d'abord de qu'est-ce que c'est qu'un système politique, qu'est-ce que c'est qu'un ordre politique. Il se trouve que, les journalistes ont tendance à minimiser ça, parce qu'il faut vendre du papier, les sondeurs, parce qu'il faut qu'on vende des sondages, les communicants, parce qu'ils trouvent des formules, etc. Mais il se trouve qu'évidemment, en politique, l'essentiel, c'est l'invariant. C'est l'invariant, on a à peu près toujours
la même répartition des forces politiques au niveau national comme d'ailleurs au niveau local. Et si on prend par exemple l'exemple des élections présidentielles du second tour, eh bien je ne sais pas, quand en 88 François Mitterrand l'emporte avec 54%, on considère que c'est un raz-de-marée. Quand en 2007 Sarkozy l'emporte avec 53%, on considère également que c'est une victoire considérable. Ce que j'essaie de dire simplement, c'est que pour l'essentiel, sur une période d'une génération, en tout cas, les forces politiques sont à peu près équilibrées. Il y a donc un politiste qui s'appelle le Pierre Martin, qui n'est pas du tout médiatique, mais qui fait des bouquins formidables, eh bien, appelle les alignements. Il a importé en France la théorie anglo-saxonne des alignements et des réalignements électoraux. Les alignements électoraux, c'est à peu près ça. Donc, dans un système donné, vous avez à peu près toujours les mêmes comportements qui sont reproduits par les individus. Vous avez des alignements électoraux à la fois de territoire, qui votent plus pour telle ou telle formation, des alignements électoraux également en termes de catégorie sociale. Donc, globalement, les pharmaciens votent plus à droite que les ouvriers ou que le fonctionnaire local vote plus socialiste ou à gauche que ne le fait l'agriculteur indépendant. Il y a donc des catégories qui reproduisent après le vote et on constate ça, on enregistre ça. Alors parfois il y a des petites variations qui permettent qu'il y ait des alternances, ce qui ne fait évidemment que consolider le système. Et puis parfois, il y a quand même des réalignements politiques, et évidemment, c'est ce qui est intéressant, puisqu'on est dans cette période-là. Donc un réalignement politique, un réalignement électoral, pardon, pour Pierre Martin, ça se caractérise par un changement brutal, important et durable des équilibres électoraux. Et pour que survienne donc une telle modification de l'ordre démocratique, il faut que celui-ci soit devenu vulnérable, dit-il, avec un système partisan affaibli, où les proximités partisanes des électeurs se sont relâchées, et où la légitimité des élites politiques est particulièrement contestée, et enfin où la capacité d'action des responsables politiques s'est dégradée. Donc c'est un bouquin qui a été écrit il y a assez longtemps, mais vous voyez que ça semble correspondre à pas mal de choses que l'on voit actuellement. Et donc on avait, ce qu'il a décrit lui de son côté, c'est un système, on a vécu jusqu'en 2012 sur un système politique qui datait à peu près de 84, qui était assez simple. On avait un système avec une suite ininterrompue d'alternance entre la gauche et la droite au niveau national. On avait deux grands groupes qui étaient la gauche et la droite, mais à partir des années 80, c'est toujours le même parti qui l'emporte à gauche et toujours le même parti qui l'emporte à droite. C'est uniquement des républicains du RPR ou de l'UMP que sont issus, et d'un côté, et des socialistes de l'autre, que sont issus tous les présidents de la République et tous les premiers ministres. Donc, on a un système qui est extrêmement stable, juste tempéré et conforté par l'alternance, et avec un petit truc qui est un peu différent. Le troisième élément de ce système sur lequel on a vécu tranquillement de 83 à 2012, c'est-à-dire pendant 30 ans, eh bien, on a un Front National, qui est d'ailleurs une aberration, hein, ça ne devrait pas exister dans le cadre, enfin une aberration logique, dans le cadre des institutions qui sont faites pour éviter un tiers parti comme cela. On a un Front National qui est à 10, 12, 15%, parfois 17%, mais qui est hors d'État, qui n'a pas d'alliés, et qui est totalement hors d'État d'emporter une position de pouvoir, et qui est donc communément dénoncée par les autres. Mais voilà, donc alternance fréquente, systématique, affrontement ritualisé entre la gauche et la droite, mais sans relève possible au sein de chacun de ces camps, et la présence redoutée mais surtout instrumentalisée d'un tiers parti dont la légalité n'est pas remise en cause, mais dont la participation au pouvoir, même au niveau local, est totalement exclue. Et donc c'est voilà, le striptyque sur lequel on a vécu, et au fond, il y a eu des choses qui sont passées, hein, y compris à l'extrême gauche, mais en réalité, les choses n'ont pas tellement changé. Alors si ça a marché comme ça, c'est que ça allait assez bien en fait aux Français. Eh bien effectivement, les Français, globalement, considéraient que les gens responsables, que les gens qui étaient capables de diriger une région, un département ou le pays, devaient être issus du Parti Socialiste ou des formations de la droite parlementaire. Ces gens-là ont été élus, c'est bien que les gens l'ont voulu. Par ailleurs, ils ont considéré, catégorie par catégorie, que leur intérêt était mieux représenté à droite qu'à gauche. Globalement, jusqu'à... les choses sont en train de changer, pas seulement à cause de la loi El Khomri, mais globalement, quelle que soit leur déception après chaque passage au pouvoir, les salariés, notamment les salariés d'exécution, considéraient que leur camp naturel, c'était la gauche. Donc ils s'abstenaient. Après chaque passage au pouvoir, le vote des salariés, notamment les catégories populaires, baissait, mais il revenait par la grâce de l'action des gouvernances de droite qui revenaient, on a vu ça avec la campagne contre Sarkozy.
Et donc on avait quelque chose qui était encore une fois extrêmement pérenne. On a donc un système évidemment qui fonctionnait avec, là où je veux en venir, donc ce système est entré en crise en 2012, parce que quand on parle de la théorie des réalignements, en fait, il y a deux, ça se passe purement électoral, et donc il y a une élection où le système rentre en crise, et puis il y a une élection de clôture à la période de réalignement, où on a une élection où on arrive à un nouveau système. Donc vous voyez, il y a une parenthèse entre deux élections, c'est là où se passe le changement politique. On a, dans la période actuelle, c'est une période de transition bien entendu, on a en 2012 le début, on va le voir, de la rupture du système précédent, qui à mon avis aboutira à un nouveau système, très précisément entre les deux tours de 2017, donc on s'en rapproche à grands pas. Donc là on est juste dans cette position de transition, on va y revenir. Ce qui pose problème évidemment, enfin tout de suite dans cette petit exposé, c'est que tout ça fonctionne avec un ingrédient majeur, qui est la gauche et la droite. Il y a le Front National, certes, qui peut, alors, toutes sortes de débats pour savoir si c'est l'extrême droite ou pas l'extrême droite, mais bien sûr, on a cette notion de gauche et de droite qui anime la vie politique. Alors là, il y a deux écoles qui s'affrontent, bien entendu. Ceux qui considèrent qu'il y a une substance à ces notions de gauche et de droite, qu'il y a une essence de gauche et de droite. Vous avez peut-être vu cette vidéo absolument stupéfiante de Pierre Bourdieu qui explique on lui demande de définir la droite et la gauche, et il dit très sérieusement, c'est de cette dame là, la femme qui est, je sais plus où c'était à l'époque, on voit bien sa manière de porter, de se tenir, de s'exprimer, elle est typiquement droite, donc par essence, en quelque sorte, par son comportement, Ségolène Royal était de droite. C'est bon, alors là, je ne sais pas si certains ont peut-être vu la vidéo, c'est pas le plus grand hommage qu'on puisse rendre à la sociologie, si vous voulez, mais enfin bon, ça existe. En tout cas, ça traduit bien quelque chose, c'est que même pour un type comme Bourdieu, qui veut aussi d'une certaine manière déconstruire pas mal de concepts, eh bien, pour lui, la gauche et la droite, c'était des choses vraiment qui existaient profondément. Alors j'ai un chapitre où je me suis fait plaisir, qui est un peu décalé en réalité, où je me suis fait plaisir. Je me suis penché sur un peu la production en 2014 d'un certain nombre d'auteurs. Et j'ai essayé de prendre des gens quand même respectables, enfin, comme Luc Boltanski, comme Jean-Louis Ansel, je crois, anthropologue, et enfin un autre genre, Philippe Corcuff. Ils ont sorti tous les trois des bouquins. L'un, ça s'appelle Les années 30 reviennent, l'autre, ça s'appelle Luc Boltanski, quand même, bon, celui qui a travaillé sur les cadres, etc. C'est quand même une autorité intellectuelle. Alors, tous ces gens viennent plus ou moins de l'HESS, hein, c'est toujours le HESS qui se passe. Et ce qui est très intéressant, c'est que tous ces gens qui parlent plutôt vraiment très à gauche, eux, ils ont sorti en même temps un bouquin pour dire attention, la gauche, ça existe. La gauche, c'est vraiment, il y a une essence de gauche. Alors, évidemment, ce qui est drôle, c'est qu'ils la définissent tous de manière différente. Mais donc là, c'est le parti du mouvement, l'autre parti populaire, etc. Mais il y a un truc qui s'appelle la gauche. Et d'ailleurs, dans leur bouquin, ils font tous les trois la même démarche. Ils remettent en cause l'idée de nation, l'idée de peuple, etc. Toutes les notions sont déconstruites, mais il y a une notion qui ne bouge pas, c'est la gauche. Ça ne me paraît pas la plus solide de toutes, vous l'avez bien compris, mais voilà. Et tous ces trois bouquins ont un autre point commun qui m'intéressait, je comptais finir par là, mais tant pis, je vous le dis tout de suite, qui m'intéressait dans cette démarche, dans cette période, c'est aussi que tous les trois s'en prennent à un autre auteur qui est assez important, je crois, qui s'appelle Jean-Claude Michéa, qui lui a fait une remise en cause assez profonde de ces notions. Mais pour ressortir des aspects universitaires, donc il y a plein de gens, et on en fait tous plus ou moins partie en réalité, enfin je crois, on ne peut pas s'empêcher d'en faire partie, en tout cas, même si on essaye, qui disent, on ne peut pas s'empêcher de dire, oui, je suis de gauche, ou quelqu'un est de gauche, ou quelqu'un est de droite, etc., ou très à droite, etc. Donc il y a l'idée d'une substance. Et puis il y a d'autres personnes, dont intellectuellement je me rapproche davantage, qui considèrent que c'est avant tout une structure en réalité. Pierre Martin a cette expression, il dit voilà, si vous mettez deux boîtes, une avec dans chacune de ces boîtes, on va mettre dans l'une, on mettra tout ce qui a été de gauche au cours des 50 dernières années, dans l'autre on mettra tout ce qui a été de droite au cours des 50 dernières années. Et il dit malheureusement, j'ai bien peur que ce soit en termes de propositions, de trucs, etc., j'ai bien peur que ces deux boîtes elles soient quasiment vides, parce que même sur 50 années, qui n'est pas non plus, c'est pas non plus une période géologique, eh bien, on a quand même beaucoup de mal à avoir quelque chose qui soit reconnu par tous comme étant de gauche, de manière intangible, et quelqu'un par tous de droite, de manière intangible. Que je n'avais pas prévu, à vrai dire, parce que ça a été fini en juin dernier, c'est à quel point, comme disait Emmanuel Valls, cette clarification allait vite,
et à quel point maintenant, même au sein de ceux qui se considèrent eux-mêmes comme de gauche au sein de la gauche française, eh bien, ils ont des définitions qui sont pratiquement, non seulement différentes, mais maintenant pratiquement antagonistes. Donc là, c'est vous dire à quel point ces choses-là sont importantes, enfin ont une essence définie. Et donc, je considère, moi, avec Pierre Martin, que c'est avant tout une structure, en fond. Ce qui est intangible, c'est, dans un système politique, c'est qu'il y a une opposition et une majorité. Mais je ne crois pas que ce soit intangible les notions de gauche et de droite, et que c'est surtout une structure qui permet de rassembler la majorité d'un côté, la minorité de l'autre, les gagnants d'un côté, les battus de l'autre, lors d'un scrutin. Mais on va y revenir, mais c'est beaucoup plus une logique de structure. Alors c'est moins exaltant que je crois qu'il faut penser cette notion de gauche et de droite. D'autant plus qu'il y a un problème qui se pose, c'est que dans la vie politique, il y a deux types d'enjeux qui font l'élection. Il y a des enjeux consensuels et des enjeux conflictuels. Les enjeux consensuels, grosso modo, je suis désolé, mais c'est sur les trucs plus d'actualité politique, mais l'enjeu consensuel, c'est bien sûr des choses qui tout le monde est d'accord sur le fait, enfin à peu près, le fait qu'il faut qu'il y ait davantage d'emplois. Sur la croissance, tout le monde n'est pas d'accord. Mais qu'il y ait davantage d'emplois, les gens généralement sont d'accord. Qu'il y ait moins d'insécurité, les gens sont plutôt d'accord, etc. En tout cas, la gauche et la droite. Donc il y a des enjeux consensuels, puis heureusement, parce que pour que le système fonctionne, il faut qu'il y ait des enjeux conflictuels. Alors moi qui travaille dans les sondages, je constate que les questionnaires que l'on fait pour définir qui est de gauche, qui est de droite, c'était mon sujet de sortie à Sciences Po, enfin ce truc-là, on a sans cesse des sondages pour gauche, droite, et la nouvelle définition, etc. Et donc, autrefois, dans les années 70-80, dans les manuels sur lesquels j'avais étudié, c'était très facile. Il y avait les nationalisations, il y avait l'école, il y avait toutes sortes de choses, il y avait le divorce, etc. Et donc, il y avait une pléthore d'enjeux conflictuels. Évidemment encore des enjeux consensuels, mais pour l'essentiel, il y avait des enjeux conflictuels, quel que soit le sujet qu'on prenait quasiment à la vie politique, on avait un enjeu conflictuel entre la gauche et la droite. Aujourd'hui, et je le vois dans mon activité professionnelle, si vous voulez, on n'arrive quasiment plus à trouver d'enjeux conflictuels. Des sujets entiers, comme notamment la politique internationale, par exemple, ont été pratiquement évacués du débat gauche-droite, ce qui était inconcevable en 1970, me semble-t-il. Et on a, et sur le sujet économique, on a une convergence de la gauche, que j'appellerais la gauche du gouvernement, qui est avec la droite du gouvernement qui est très forte. Mais si on fait attention au programme, y compris de Mélenchon, etc., en réalité, sur une période qui n'est pas une longue période, puisque c'est une période qui correspond à mon âge adulte, eh bien, on a une convergence également, il y a une atténuation des différences qui est absolument spectaculaire en matière économique et sociale. Et on a également, et ça c'est moins montré, une convergence au niveau des valeurs culturelles qui est très forte. Alors je sais bien qu'on veut se raconter que à droite, c'est des cathos, des fachos, des trucs, des homophobes, etc. Non, sincèrement, non. Enfin, bien sûr, il y en a quelques-uns, on ne peut pas retrouver des cathos sans être forcément à droite, etc. Mais en plus, on sait que chacun a compris, ce qui pose d'ailleurs des problèmes aux républicains, chacun a compris que si les républicains remportent la présidence, ils ne remettront pas en cause en réalité ce qui a été adopté, y compris sur le mariage pour tous, sinon vraiment à la marge. Je sais bien qu'on a fait des campagnes régionales pour montrer que Valérie Pécresse va remettre en cause le planning familial, etc. Mais bon, on essaye de trouver des trucs, etc. Enfin, je dis on essaye parce que moi j'accompagne des politiques qui essayent, qui veulent à tout prix trouver des trucs pour se différencier, mais ils n'y arrivent plus les malheureux. Donc on est là pour les aider, mais on n'y arrive plus. On ne trouve plus rien en réalité qui permette d'opposer en tout cas la gauche du gouvernement et la droite du gouvernement. Et on a eu par exemple une traduction sur les dernières régionales. Donc le changement politique, on y est. Alors je ne vais pas développer ça, parce que ça on partage tous, on sait bien que la crise du système est apparente. Elle prend tous les traits académiques, si vous voulez, qui permettent de caractériser une période favorable, pas une période révolutionnaire, mais une période de changement de système électoral, de système politique. Eh bien, ces éléments-là sont là. On a un rejet massif de l'exécutif, qui est historique, on n'a jamais connu ça, enfin je passe mon temps à commenter ça, c'est vrai que c'est des chiffres invraisemblables, avec un degré de mépris et de rejet à l'égard des gouvernants actuels, comme de l'équipe précédente d'ailleurs, qui est formidable, et vous avez une tendance en plus très forte, une pente très forte, au rejet de l'exécutif. Je prends un exemple, Giscard d'Estaing, moi j'ai le souvenir qu'il était très impopulaire avant d'être battu, en réalité Giscard d'Estaing a toujours eu au moins 41% de confiance dans la cote Sofres.
Alors qu'aujourd'hui, je vous rappelle qu'on est à 15% hein, pour François Hollande, et Sarkozy avait atteint, pas longtemps, mais non, Chirac avait atteint 16, Sarkozy a été tombé à 20. Là, on est aux dernières nouvelles, on est à 15% pour François Hollande, et à mon avis, c'est pas forcément terminé. Ce que je vous essaye de dire, c'est qu'il y a un rejet de l'exécutif qui est tendanciellement de plus en plus fort. Même François Mitterrand, il me semblait que dans les années 80, était très impopulaire, on parlait de crise de régime, mais qu'il était à plus de 40% de popularité en 83-84. On ne se rend pas compte de l'intensité, si vous voulez, du rejet. Ce rejet est nourri par l'échec des gouvernements successifs par rapport à l'attente prioritaire des Français qu'est l'emploi, bien entendu. Échec qui a ceci de formidable, c'est qu'avec le quinquennat, on peut comparer la performance des deux beaucoup plus rapidement, et donc, à la prochaine élection présidentielle, si, d'un point de vue presque esthétique, je souhaite, on avait de nouveau Sarkozy et François Hollande comme candidat, le débat serait très intéressant, puisqu'ils pourraient s'opposer à peu près, se renvoyer à la figure à peu près chacun 800 à 1 million, cette fois comme on compte, chômeurs supplémentaires pour chacun de leur quinquennat. Donc on voit bien à quel point la population ne peut plus suivre. On a un discrédit des institutions qui est formidable, pour ceux que ça intéresse. Il y a quand même des sondages intéressants. La plupart des sondages n'ont absolument aucun intérêt, j'en suis le premier à vous le dire. Les sondages publiés, les sondages confidentiels par définition sont plus intéressants parce qu'ils sont faits par des gens qui en ont besoin. Mais parmi les sondages publiés, la plupart n'ont vraiment pas beaucoup d'intérêt, mais certains sont vraiment fondamentaux, et notamment le baromètre de la confiance qui est fait par Ipsos, je crois, pour le CEVIPOF est vraiment très intéressant. Et vous avez un rejet des institutions en général qui est là aussi historique, et qui n'est pas uniquement de la mauvaise humeur, c'est quelque chose qui a quand même des conséquences. Vous avez bien sûr une progression d'abstention qui là aussi devient absolument exceptionnelle. Il y a des travaux de Jean-Yves Dormagin et Sylvie Braconnier qui s'appelle La démocratie de l'abstention, qui est vraiment très intéressant. Et puis il y a un dernier phénomène, qui est un phénomène quand même qui est un combustible, à mon avis, important du changement politique, c'est la paupérisation. La paupérisation. C'est-à-dire qu'on a pour la première fois, quand même, on a une crise économique qui n'est pas une crise de moindre croissance. Au fond, la plupart, que ce soit y compris par l'endettement, depuis 2013, on parle de crise, j'ai bien conscience qu'il y a des catégories importantes qui sont déjà paupérisées, mais pour l'essentiel, la France, le pouvoir d'achat des Français a progressé, moins lentement, mais a continué à progresser. Et on n'est plus du tout, on ne sait pas ce que c'est en réalité, ce que connaître une période de paupérisation, comme on l'a connu avant 1945. Et là, pour la première fois, on devrait, moi ça me paraît absolument fondamental, on devrait avoir une paupérisation importante de catégories immenses de la population. On a vécu avec des gens dans une trappe de misère, etc., mais le système peut parfaitement s'en accommoder. Ces gens-là, d'ailleurs, ne répondent plus aux sondages, ils ne consomment pratiquement pas, et ils ne vont pas voter. Donc c'est pas très grave, enfin, c'est d'un point de vue cynique, c'est quelque chose que le système peut s'en accommoder parfaitement. Là, aujourd'hui, c'est des catégories d'inclus qui, effectivement, vont se paupériser. On n'est pas préparé à ça, c'est quelque chose de totalement contraire à la promesse que la société fait le système fait à ses citoyens. Donc, je vais un peu accélérer peut-être pour qu'on puisse discuter. Sur la phase de transition, vous la connaissez, je vais vous la caractériser rapidement, pour qu'on sache de quoi on parle. C'est quoi le système actuellement? C'est un système de tripartition électorale. On a aujourd'hui, on prend les départements, il y a le génie qui est sorti de sa boîte, c'est le Front National, et aujourd'hui, on n'est plus à 15% avec une alternance sur les deux principaux, on a atteint un niveau, ça a pratiquement doublé en réalité, donc on est quelque part entre 28 et 30% pour le Front National, y compris à des élections qui sont très mauvaises pour lui. Les pires élections, c'est les élections européennes pour le Front National, les élections départementales. Il fait toujours jusqu'à présent, il a toujours fait 5 points de plus aux élections présidentielles qui suivaient qu'aux élections européennes et départementales. C'est très mauvais les élections européennes parce que les catégories populaires notamment ne vont pas voter. Donc le fait qu'il fasse ces 25% aux européennes, puis 28% aux départementales sans aucun ancrage, et mettre quand même, pour l'essentiel des médias contre lui, eh bien c'est quelque chose de tout à fait important. Donc là, le génie est sorti de son système, et donc effectivement pour l'instant il bute sur le célèbre plafond de verre, mais enfin là il commence à conquérir des positions de pouvoir, et on voit bien qu'il pourrait y arriver, notamment si la crise se développe davantage. On a également à son profit un réalignement. Aujourd'hui, les ouvriers, encore une fois, les salariés d'exécution, même déçus, il leur fallait quelques années pour surmonter leur déception après un passage de la gauche au pouvoir, mais ils revenaient.
ils revenaient, et Sarkozy a bien servi de serre-fil pour cela. Et or, aujourd'hui, ils ne reviendront plus, très probablement. Moi, je suis quand même fasciné par le fait de voir que dans la dernière intention de vote de l'IFOP, vous avez 14% des ouvriers qui déclarent voter, des ouvriers qui déclarent aller voter. Donc en fait, c'est beaucoup moins que vous abstenez, mais qui déclarent leur intention de voter pour François Hollande. 14%, c'est le score de Jospin en 2002 chez les ouvriers. Donc, et vous avez le plus meilleur, on parle des ouvriers, mais vous avez par ailleurs les employés, les professions intermédiaires aujourd'hui, qui sont totalement détachés du vote de gauche. Au point qu'aujourd'hui, dans les sondages de popularité de l'exécutif ou dans les sondages d'intention de vote, les deux catégories, ou la gauche, quand je dis la gauche, peut-être que tout le monde n'est pas d'accord, mais la gauche, pour moi, c'est François Hollande a été élu par la gauche. Moi, je considère qu'il se dit de gauche. Moi, je considère qu'il est de gauche par méthode. On en reparlera. Ensuite, vous avez aujourd'hui les catégories qui se soutiennent le plus, Valls, François Hollande, et qui votent le plus pour les candidats socialistes, eh bien, ou de gauche, au second tour d'ailleurs y compris, c'est les retraités et les cadres supérieurs. Alors, parmi les cadres supérieurs, on sait catégorie C, il y a beaucoup de gens du public, mais malgré tout. Et inversement, c'est des scores absolument lamentables parmi les CSP-, comme on dit, donc les ouvriers et employés. C'est pas quelque chose de naturel. Et d'autant plus que quand on regarde ensuite quelles sont les catégories où Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et les Républicains font leur meilleur score, eh bien, en tout cas pour l'instant dans les sondages et dans les élections, c'est précisément les retraités et les cadres supérieurs. C'est-à-dire que les deux forces qui s'opposent, la gauche, la droite, eh bien, prospèrent parmi les mêmes catégories actuellement. Retraité, c'est important, c'est un électeur sur trois aujourd'hui, hein, donc c'est là où ça se passe, hein, en réalité essentiellement, un électeur sur trois inscrit, un électeur sur deux mobilisé. C'est-à-dire que les primaires, notamment à droite, se passeront avec probablement au moins autant de retraités que d'actifs parmi les électeurs à la primaire à droite, mais c'est en réalité la même chose pour les européennes. Nous avons donc trois grandes forces qui existent, sauf que deux sont des coalitions, et la troisième est isolée, c'est le Front National. Second point, une seule de ces forces gouverne à la fois, c'est pour ça que c'est très différent. Contrairement à ce qu'on nous raconte du tripartisme, les journalistes ont très peu maintenant de mémoire historique, ce qui fait que le tripartisme, c'est un système bien daté de l'après-guerre, qui n'avait juste rien à voir, c'était trois formations qui se présentaient séparément dans les électeurs, mais qui ensuite, la SFIO, je crois, le MRP et le Parti communiste, qui ensuite gouvernaient ensemble. Là, c'est absolument pas les mots ont un sens, et en politique, les mots ont un sens qui est purement historique, eh bien, c'est pas du tout du tripartisme auquel on assiste, puisque une seule de ces trois c'est jusqu'à présent, et ça va changer, à mon avis, à l'issue de la période de transition. Mais dans cette période de transition, ces trois forces de niveau maintenant équivalents, une seule peut gouverner à la fois. Les deux qui sont exclus du pouvoir, c'est le troisième point, se combattent entre elles pour représenter l'opposition. Actuellement, on voit bien que les Républicains et le Front National se combattent pour savoir qui va être l'opposition au gouvernement de gauche. Mais ne collaborent pas entre elles, et au contraire, refusent même toute alliance. Quatrième point, et ça c'est l'originalité de la période, en réalité vous avez deux de ces trois forces politiques qui convergent. Et ces deux forces, alors là c'est un débat qu'on peut avoir, mais à mes yeux les deux forces qui convergent, ce sont actuellement la gauche du gouvernement et la droite du gouvernement. Ce n'est plus comme on pouvait le penser autrefois, la droite et l'extrême droite par exemple. Et là on voit bien la convergence. Moi j'avais écrit ça il y a assez longtemps, depuis Alain Juppé s'est exprimé pour dire exactement la même chose. Et il me semble que Manuel Valls n'est pas très loin de dire à peu près ouvertement la même chose. Donc les choses sont d'une évidence. C'était avant que Dominique Régnier lance une pétition signée par Gattaz et Parizeau pour soutenir la loi El Khomri. Donc je pense que là on a fait, enfin, la conscience a fait un progrès important au cours de ces derniers mois grâce à toutes ces personnalités. Donc ce système il ne peut pas durer. Ce système il ne peut pas durer. Et pourquoi est-ce qu'il ne peut pas durer? Parce qu'au fond, quand j'ai écrit ce bouquin, j'ai rencontré pas mal de gens, dont j'en cite certains, enfin ceux qui ont accepté d'être cités, eh bien, beaucoup m'ont dit, mais tout ça est vrai, mais c'est pas la première fois. Oui, les gens sont pas contents, les ouvriers sont déçus, les ceci, etc. Mais bon, il y a plein de gens qui disent à gauche, la droite, ça n'existe plus, etc. Oui, d'accord, bon, on a déjà connu ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois au cours du temps. Pasqua disait en 92, après le traité de Maastricht, c'est terminé, ce sera plus comme avant, Chevènement a dit ça plus tard, etc. Et moi, j'ai même une petite expérience, j'ai entendu des gens qui disaient c'est fini, la gauche, la droite, ça ne marchera plus. Et puis en fait, ça a toujours marché.
Et à la fin, il y a eu un peu de flottement après chacun des référendums européens, mais ensuite, on est revenu, chacun est revenu dans sa case, et on a dénoncé à gauche les affreux de sarkozystes, le président des riches. À droite, on est retrouvé à dire la gauche, le laxisme, la gabegie, etc. Tout ça fonctionnait à peu près correctement, et les gens retrouvaient, Pavlov n'ayant pas travaillé en vain, tout le monde retrouvait à peu près son système. Là, aujourd'hui, à mon avis, ça va changer. Ça va changer pour une raison très simple, qui est mécanique. C'est que la gauche et la droite n'ont plus d'utilité fonctionnelle dans le système politique français. Vous avez une seule certitude à tirer, je crois, une seule quasi-certitude à tirer, je crois, des sondages d'intention de vote qui sont faits actuellement. Si d'ailleurs vous voulez qu'on parle de la méthode des sondages et de dire tout le mal que vous en pensez, ça ne posera aucun problème. Mais c'est parmi ces sondages qui sont évidemment très fragiles. Eh bien, on a une chose qui se dégage, c'est que Marine Le Pen est au second tour. Sauf si elle est emprisonnée, sauf si elle est assassinée, eh bien, elle sera au second tour. Vous voyez d'ailleurs que le système n'est pas tendre avec Marine Le Pen, ce qui aussi nous renvoie au fait que les choses ont un peu changé par rapport à d'autres périodes où ce qu'on appelait l'extrême droite était importante. On ne peut pas dire que le patronat, ou que l'Église, ou que même certains groupes de droite soutiennent actuellement le Front National, alors même qu'ils ont toujours soutenu ces forces-là, les partis d'extrême droite qui sont arrivés au pouvoir, que ce soit en Italie, en Allemagne, au Chili ou en Argentine. Donc il se passe quelque chose de très différent. On voit bien toutes les poursuites qui sont en cours, donc il y a quelque chose qui se passe là. Eh bien, on sait en tout cas que Marine Le Pen sera au second tour, sauf si elle en est empêchée par la vive force, ce qui n'est pas, encore une fois, totalement à exclure. Eh bien, la question aujourd'hui n'est plus de savoir qui va l'emporter. Donc le second tour aura lieu entre une de ces trois forces, et la seule question qui anime les gens à gauche et à droite aujourd'hui, enfin, quand je dis les gens à droite, c'est pas les militants, c'est parmi les leaders du Parti Socialiste ou des Républicains, c'est simplement de savoir qui va représenter la force anti-Le Pen, le Front républicain, si j'ose dire, la résistance, comme dirait Estrosi, eh bien, face à Marine Le Pen. Donc en fait, la seule compétition qui joue, c'est qui va représenter ces forces, qui par ailleurs, l'union de ces deux forces au second tour face à Marine Le Pen. Je n'étais pas sûr, quand j'ai écrit ce bouquin-là, qu'on aurait cette démarche très stupéfiante quand même, à laquelle on a assisté au régional, dans le Nord et en PACA. Il se trouve que j'ai passé 14 ans de ma jeunesse à Nice, et j'ai suivi toujours avec attention la vie politique en PACA. Christian Estrosi a trouvé son chemin de Damas assez tard, si vous voulez. Donc, cette conversion dans la défense républicaine, c'était pas évident. Et or, je travaille beaucoup avec des leaders socialistes, décriés dans les Bouches-du-Rhône. Eh bien, moi, donc à Marseille, tout le monde m'a dit, mais les socialistes ont plus fait campagne entre les deux tours des régionales pour la liste Estrosi, ils l'avaient fait pour eux-mêmes avant le premier tour. Donc on a bien cette convergence, si vous voulez, qui est assez invraisemblable. Et donc ce n'est plus un jeu de l'esprit. On a eu la démonstration dans deux de ces régions. Et on a vu quand même que ça marchait encore, d'ailleurs. C'est ça qui m'a un peu surpris. Et ça marche encore, ce truc-là. Donc on a bien on a une répétition générale de cette réunion des deux forces principales lors des régionales. On a des gens comme Alain Juppé qui le disent. Si on écoute ce que dit Alain Juppé, il dit, alors c'est aussi pour éviter le problème de l'institut de Sarkozy, mais il dit clairement, eh bien, on va avoir ça sera plus un gouvernement d'ouverture, ça sera vraiment un gouvernement réformateur, unifié, pour avoir la masse électorale et politique suffisante pour faire passer des réformes à côté desquelles, je pense, que l'on connaît actuellement, c'est une douce plaisanterie. Donc là, les marchés financiers, l'Europe, ça existe, le jeu ne se passe pas en apesanteur, et donc il y a des forces sociales en action qui veulent cela. Ils constatent que, comme on est maintenant, c'est une vision entière, quand c'est la gauche qui est au pouvoir, elle a du mal quand même, c'est une réforme, elle a du mal parce qu'elle est très faible. Vous ne gouvernez pas de la même manière à 20% qu'à 50%. Quand c'est la droite qui passe au pouvoir, elle a un handicap supplémentaire, c'est qu'on peut la caricaturer plus facilement. Mais elle aussi, Sarkozy n'a pas fait grand-chose, parce qu'il ne pouvait pas faire grand-chose, parce que lui aussi était très faible politiquement. Et donc il y a un appel à réunir les hommes de bonne volonté, si j'ose dire, en tout cas de bonne volonté libérale des deux côtés, pour arriver à la masse critique permettant
d'aboutir au changement si longtemps espéré et désiré. Vous avez, dernière chose, je voulais vous l'apporter, tant pis, j'avais raté mon effet. Je ne suis pas sûr que vous lisiez Challenge. Vous avez tort, parce qu'il y a beaucoup de vérités qui sont faites là-dedans. Et vous avez la une de Challenge, c'était Macron et Bruno Le Maire, tous les deux habillés en président de la République, avec des trucs, tout ça, les cordons. Et c'était marqué Challenge, qui est quand même le grand journal de la gauche libérale, et bien, était de dire « et si c'était eux ?» Et donc Macron, voilà, c'est Macron. Je trouve que moi je participe de temps en temps à des émissions comme C'est dans l'air, et la dernière fois que je suis allé, c'était pour parler sur Bruno Le Maire, et bien, au maquillage, effectivement, l'institut de maquillage, les gens parlent très librement, et bien tous les gens qui étaient là, il y a des gens, les participants, plus d'autres personnes qui étaient de passage dans le studio, tout le monde était là, et bien ça serait formidable si on pouvait, on serait enfin devenu une démocratie moderne, si on avait le choix au second tour. Alors, là, c'est plus, autrefois c'était un baladeur et je ne sais plus qui, et Rocard, et là maintenant c'est Bruno Le Maire et Macron. Et donc de ce point de vue-là, de tous les gens, tous ces gens-là, pour eux, il y a... Et on voyait bien en plus que l'identité de celui qui allait l'emporter pour ces gens qui parlaient, qui étaient de gauche et de droite, enfin, vous voyez qui participent C'est dans l'air, eh bien, savoir qui allait l'emporter n'avait en réalité aucune forme d'importance. Donc, parce qu'autrefois, pour des raisons à la fois culturelles, religieuses, etc., c'était pas pareil. Là maintenant, la confusion est trop... Le truc est mûr. Donc, là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a plus d'utilité fonctionnelle au système gauche-droite pour avoir un système qu'on appelait autrefois l'alternance unique. Là, au contraire, il faut avoir une masse critique, et donc, il y a pas mal de gens qui veulent recomposer, le Front National d'un côté, c'est évident, mais pas mal de gens qui veulent recomposer le jeu politique sur l'union, la défense de la République, la résistance, tout ce qu'on veut, face au Front National. Donc là, on a quelque chose qui fait que ça peut changer, parce que ça ne sert plus à rien, en réalité. Donc, si on considère la gauche et la droite comme une structure et non pas comme une substance, eh bien, pour moi, ce qui est, vous avez compris, un point de vue très contestable, c'est le mien, eh bien, pour moi, on peut très bien aboutir à ce changement. Avant de vous laisser la parole, je ne sais pas du tout quel temps est écoulé, je voudrais signaler deux choses. D'une part, le bouquin essaie de le montrer, ce changement, il a déjà eu lieu en réalité, dans pas mal de régions. Alors, je connais mal votre région, malheureusement, mais j'ai beaucoup travaillé sur la région PACA et la région Languedoc-Roussillon, l'ancienne région Languedoc-Roussillon, pour illustrer ce propos. Sur le littoral méditerranéen, c'est fait. Moi, j'ai vécu à Nice. À Nice, on pense que c'est à droite, c'est faux. En 1977, les listes de l'Union de la gauche sont battues par... Il y avait 3 secteurs à l'époque, sont battues par 200 à 300 voix dans chacun de ces secteurs, et c'était des voix qui venaient de Pondichéry, qui étaient amenées, d'après ce qu'on raconte, par Jacques Médecin, après son passage au tourisme, je crois, par Giscard d'Estaing. Donc en fait, la gauche était probablement majoritaire en 1977. On n'imagine pas que la gauche ait fait une majoritaire à Nice en 1977. En 1983, c'était déjà fini avec Macalou. Et aujourd'hui, moi j'ai vu, là, effectivement, avec la reformulation des enjeux qui n'étaient plus sociaux, mais ethniques, ethniques, disons, eh bien, moi j'ai vu effectivement la gauche disparaître dans les Alpes-Maritimes. Ça existe encore, il y a encore des gens qui font des efforts, mais si vous prenez aux dernières départementales le Var, où aussi la gauche a disparu, eh bien, alors qu'elle avait existé très fortement, aux dernières départementales, il n'y a que 2 cantons où je crois la gauche est présente au second tour. Ça serait vérifié, c'est dans le bouquin, ça serait vérifié, mais je crois que, et dans la plupart des cas, dans les Bouches-du-Rhône par exemple, le Front National est présent dans tous les cantons, je crois dans tous les cantons, au second tour, soit contre la gauche, soit contre la droite. C'est un peu moins vrai en Vaucluse, bizarrement, alors qu'on en parle beaucoup. Enfin bref, donc vous prenez les 3, c'est comme des dominos, hein, ça va de l'est en ouest, en quelque sorte, Nice, le Var, les Bouches-du-Rhône, c'est la même chose du côté de Béziers, Narbonne, etc. La gauche a disparu, c'est-à-dire que le Front National est toujours présent au second tour, parfois contre malgré tout un candidat de gauche, dans quasiment tous les cas contre la droite. Et donc les électeurs de gauche vont voter avec la droite, contre, et la droite en PACA c'est quand même quelque chose, eh bien, contre le Front National. Et en PACA, il n'y a plus que les Alpes-Maritimes et les Hautes-Alpes où ça fonctionne encore un peu à l'ancienne, si j'ose dire, gauche contre droite essentiellement, et avec un Front National marginal. Donc ça a lieu. Dans pas mal de territoires en France, ce changement a déjà lieu. En Europe, vous avez pas mal de pays où le jeu politique, alors je ne dis pas que la gauche et la droite ont disparu, ni en Espagne, ni en Grèce, les choses sont très différentes, mais on est quand même frappant de voir à quel point des systèmes politiques très installés, avec des formations comme le PASOK, le Chauvet, etc., sont disloqués. Même l'Allemagne est menacée de ce genre de phénomène aujourd'hui, avec notamment l'occasion des migrants et puis avec les cafés.
Donc cela, je dis simplement, c'est pas une vue de l'esprit, ça peut se produire, et c'est en train de se produire en réalité chez nous, dans les territoires, plus globalement en Europe. Là où je voudrais en finir, c'est sur le... Enfin, il y a pas mal de choses dont on pourra parler, mais évidemment, moi je me suis posé une question, à la fois par affinité, passée en tout cas, et puis par intérêt intellectuel. Question que tout le monde se pose plus ou moins. Pourquoi, alors que c'est la crise, la paupérisation, les trucs, etc., alors que la gauche officielle fait des efforts désespérés pour montrer qu'elle est proche de ce que faisait la droite libérale, ils ne peuvent pas avoir tout reproché à ceux qui nous gouvernent, sauf d'être dans le maquillage et la fumée. Vous vous souvenez qu'à l'époque de Mitterrand, il avait beau faire toutes sortes de réformes, ou de Jospin, il avait beau privatiser, il y avait un discours qui était résolument à gauche. Aujourd'hui, on a au contraire un discours qui est parfois beaucoup plus libéral que les mesures qui sont réellement adoptées. C'est une révolution copernicienne, si j'ose dire. Et ça montre bien que dans l'esprit de ceux qui nous gouvernent, ils sont déjà passés à cette étape ultérieure et qui veulent être, avant le premier tour et entre le tour, les champions des libéraux et des réformateurs qui ont renoncé à aller rechercher les électeurs qui vont voter pour le Front National. Donc bref, évidemment, pourquoi alors que tout ça se produit, vous avez compris où je veux en venir, parce que l'extrême gauche n'en profite pas. Quand je dis extrême gauche, c'est un terme tout à fait contestable, mais pourquoi est-ce que ceux qui se situent dans une contestation, la gauche maintenue, si j'ose dire. Alors pour moi, j'ai à plusieurs de raisons possibles. J'ai essayé de développer dans le bouquin l'idée, alors en faisant des comparaisons, je connais un petit peu l'Espagne, tout cela, on ne se rend pas forcément compte, mais en France, il y a un continuum dans la tête des gens entre la gauche et l'extrême gauche qui n'existe pas ailleurs. En Espagne, j'essaie de faire comprendre à des gens que le Front National peut apparaître en France comme une force anti-système. Évidemment, eux, avec le franquisme et tout ça, c'est juste, avec l'extrême droite qui est au sein du Parti populaire, eux ne peuvent pas imaginer qu'une formation qu'on qualifie d'extrême droite puisse être une force qu'on puisse qualifier par ailleurs d'anti-système. C'est le contraire. C'est l'extrême droite avec la droite espagnole qui a mis en place le système espagnol, dans les conditions qu'on connaît, qui a été grosso modo maintenu d'ailleurs, mais c'est cela. Alors qu'en France, c'est le contraire. C'est quand même, en 1945, il se passe quand même des choses. C'est quand même la gauche, et pas n'importe quelle gauche, non seulement le Parti communiste, qui met en place le système social dans lequel qu'un cas qui s'est maintenu et qui est attaqué, qu'on défend, etc., tout ce qu'on veut. Le Parti communiste a apporté quand même à notre système social je ne sais pas comment on appelle ça, enfin, l'expression m'échappe, aucune importance, et donc on a eu ça. Par ailleurs, n'importe quel citoyen sait très bien qu'une bonne partie du gouvernement, moi même un certain commissaire européen, sont issus de ce qu'on appelle par ailleurs l'extrême gauche. Si on fait la liste de ceux qui sont passés par différentes formations, dont la Ligue communiste révolutionnaire, eh bien, on en a pas mal. Les gens qui s'intéressent moyennement à la politique savent très bien que le secrétaire national du Parti socialiste vient, et est resté quand même assez longtemps, du PCI. Et ainsi de suite. Donc ça, tout le monde qui s'intéresse un tout petit peu à la politique sait qu'une bonne partie du personnel dirigeant à gauche, et sur les réclamant de gauche, élu par des gens de gauche, etc., vient effectivement de ces formations-là. Vous avez même un cas particulier. Et moi, j'ai rien contre l'individu, qui a toutes sortes de qualités, mais c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors lui, c'est encore mieux, parce que lui, Jean-Luc Mélenchon, il vient du PCI, je crois. Il vient ensuite, ou de l'ECI, je ne sais plus. Et donc, ça dépend des périodes. Donc, il vient de tout cela. Il est devenu socialiste. Il a été ministre socialiste, on ne peut pas faire mieux. Et maintenant, il porte la contestation à l'extrême gauche. Mais c'est incompréhensible pour les gens. En tout cas, ils comprennent bien. Et tout ce petit monde, ensuite, eh bien, vote ensemble au second tour. Il n'a pas fallu une demi-heure en Ile-de-France lors des régionales pour que Emmanuel Cos et Pierre Laurent posent, et ils posaient en plus les affiches qui étaient dans la rue. C'est-à-dire vous aviez Claude Barthelone, Laurent et Cos qui l'encadraient. Ça peut contribuer à mon avis à la remobilisation électorale de droite entre les deux tours par ailleurs. Mais pour la gauche et pour la contestation, les gens se disent, mais enfin, tous ceux qui s'intéressent, bon, beaucoup de gens s'en foutent royalement de la politique, mais enfin, en tout cas ce qui intéresse pour la présidentielle n'est pas tellement au-delà. Mais pour tous ceux qui intéressent un tout petit peu et qui ne sont pas dans des catégories que l'on connaît pour des raisons à la fois personnelles, éventuellement parfois de génération, etc. Le jeune qui a 25 ans, comment il peut entendre une contestation venue, même de Jean-Luc Mélenchon, et la prendre totalement au sérieux, alors qu'il voit que les formations du front de gauche
Au municipal, on l'a vu, mais c'était moins spectaculaire, j'ai trouvé. Mais là, après l'histoire de la déchéance, après l'histoire de l'état d'urgence, après toute l'histoire du pacte de responsabilité, après qu'ils se soient insultés mutuellement avec une violence invraisemblable dans les plateaux, je crois que ça a pris une demi-heure, la fusion des listes le dimanche soir. Et chacun est avec. Et derrière qui? Barthelone, qui préside l'Assemblée nationale, où tous ces textes qui sont soi-disant sont inacceptables, monstrueux, scélérats, etc., sont votés. Il faut respecter les gens. Or, le Front National là-dessus, je ne suis pas venu ici pour faire l'apologie du Front National, vous l'avez bien compris, mais le Front National là-dessus se paye depuis 30 ans un isolement majestueux, et donc les gens se disent, mais effectivement, nous on n'a pas appelé à voter au second tour pour ces gens-là. On n'a pas appelé à voter au second tour pour Nicolas Sarkozy, on n'a pas appelé à voter au second tour pour François Hollande. Donc, ce que j'essaye de dire simplement, c'est que l'extrême gauche en France me paraît à ce point confondue, pour des raisons à la fois historiques, et puis par cette dictature, si j'ose dire, de l'union de la gauche et du ralliement au second tour, qu'elle est de fait confondue par les catégories qui souffrent le plus de la politique actuelle, dans le même opprobre en fait. Et il y a une forme de responsabilité à cela. Donc évidemment, ça pose un problème important, je pense, pour l'extrême gauche, qui est, après je finirai juste par des sujets précis, mais qui est peut-être le sujet le plus général, c'est qu'au fond, ils sont prisonniers de ce signifiant de gauche, à mes yeux, qui les confond de fait avec la gauche qui a au moins cette réalité, qu'elle est majoritaire au sein de la gauche et qu'elle gouverne. Donc on peut considérer qu'elle est de gauche. Alors on ne comprend plus de quoi il s'agit. Et je vous rappelle que bon, la LCR à l'époque, c'est un truc, c'était 100%, c'est encore le cas pour le NPA, c'était 100% à gauche, pas dire plus, voilà, c'est pas... Mais sauf que pour les gens, naïvement, ils considèrent que quand François Hollande ou Manuel Valls se disent de gauche, eux, ils les prennent au sérieux. Parce qu'au fond, ce sera un autre débat qu'on aura, qu'est-ce que c'est qu'être de gauche, sinon de se dire de gauche, qu'est-ce que c'est de droite, sinon de se dire de droite. C'est en tout cas mon approche, et certainement pas forcément la vôtre à tous. Alors, il y a ça, à mon avis, qui explique de manière fondamentale, qui pose un vrai problème, qui va beaucoup plus loin que la question est-ce qu'il faut ou pas appeler à voter au second tour, est-ce qu'il faut faire du non de la gauche, et qui va plus loin, et qui s'additionne à d'autres phénomènes, et évidemment, il y a un problème, certainement, sur la prise en charge de sujets tels que l'Europe, et plus précisément la nation, au sein de la gauche qui veut le plus contestataire. Je finirai par là, mais en le disant, comme j'ai déjà cité Jean-Claude Michéa, donc je vais encore davantage montrer le bout de mon nez, je crois qu'effectivement, il y a une recomposition qui a lieu entre non plus la gauche et la droite, mais disons les partisans d'un libéralisme, par définition mondialisé, et les tenants de ceux qui recherchent à recréer une forme de communauté différente, qui peut être une communauté nationale. C'est donc effectivement, alors quand on s'appelle Schleswig-Holstein, on dit c'est les tenants de l'identité, je ne crois pas. La gauche aussi défend des identités particulières, à travers notamment, y compris à travers l'usage parfois assez maladroit des sujets sur la diversité, sur la parité, etc. Défend ce genre d'identité particulière. Eux proposent une identité beaucoup plus englobante. Et par ailleurs, pris dans leur élan, s'opposent à un certain nombre de choses qui ont trait à la mondialisation, qui font cette contestation, y compris du traité transatlantique bientôt, sur des bases qui sont bien sûr des bases très particulières, qui sont des bases nationalistes, mais en tout cas, ça peut, les gens ne sont pas non plus formalistes, à un moment donné, ça peut rencontrer, et ça rencontre d'ailleurs, pas l'enthousiasme, en tout cas l'adhésion concrète des catégories que la gauche, dans son acception historique, s'était donné comme objectif de rassembler, de mobiliser, de défendre. Voilà donc le panorama que je fais, qui est assez, pas totalement euphorisant, qui a ceci d'intéressant, à mes yeux évidemment, c'est une période intéressante, c'est bien sûr une période historique où il se passe des choses, de ce point de vue-là on ne devrait pas être tout à fait déçu, et qui ensuite, à mon avis, pose j'essaye de développer ça davantage là-dedans, et pose un problème qui est même un problème intellectuel, c'est comment est-ce qu'on arrive à penser, si vous voulez, à se représenter ce qui est déjà réel. Ce qui est déjà réel, c'est que ce clivage gauche-droite est largement dépassé. Mais par contre, là, ce à quoi on n'est pas encore arrivé, ça a un enjeu intellectuel et encore une fois un enjeu politique majeur, c'est clairement à se représenter, à mettre des mots sur la chose, et on a beau se dire la gauche ou la droite, ça n'existe pas, on ne peut pas s'empêcher à un moment donné de dire quand même ce gouvernement il ne fait pas vraiment une politique de gauche. Je vous remercie.